Yedidim Shalom, les passions d'un Hébreu. Alors, à travers le livre de mon ami, le docteur Yosef Charbit, La France, l'élite rabbinique d'Algérie et la Terre Sainte au XIXe siècle, dans tradition et modernité, j'ai aimé ce passage qui nous présente les familles Abo et Shlouch. Alors, je vais vous en dire quelques mots, car c'est la passion qui m'interpelle cette semaine. Et les rabbins Shmuel Abo d'Alger et Abraham Shlouch d'Oran, en Algérie aussi, montèrent en Eretz Israël au courant de la première partie du XIXe siècle. Ce sera le point de départ de deux dynasties qui laisseront une trace profonde sur le peuplement juif dans la vallée de Choula en Galilée et sur le littoral. Selon tous les critères, ils feront partie de ce que l'historiographie dite moderne nommera le Yishuv Hayashan, l'ancienne implantation. Toutefois, une observation plus minutieuse de l'œuvre de ces familles montrera sans équivoque à quel point cette dénomination est anachronique dans le contexte. Prenons la famille Abo. Shmuel Abo vit le jour à Alger en l'an 1789. Son père Abraham était rabbin et commerçant spécialisé dans l'exportation de produits locaux algériens. Au moment du soulèvement fomenté contre les Français par l'émir Abdelkader, Shmuel Abo était considéré comme l'un de ses proches, bénéficiant de son entière confiance, apportant même son soutien à la cause révolutionnaire que celui-ci défendait. Mais les Français, qui ne voyaient pas d'un bon œil cette relation, firent comprendre au Rav qu'il lui était fortement recommandé de quitter son pays natal, l'Algérie. Ce qu'il fit finalement en 1817, accompagné de sa famille pour s'installer, non plus ni moins qu'à Safed, en Palestine. Quelques années plus tard, il se rendit aux Indes où il devint le représentant des teintures textiles Nil en Eretz Israël et les pays avoisinants pour David Sasson de la fameuse famille Sasson considérée comme les Rothschild de l'Orient. Il en obtint le monopole pour toute la région. Ce sera le début d'une longue relation entre la famille Abo, notamment Shmuel et son fils Abraham Chaim, avec la communauté des Bnei Israël aux Indes. Les liens qui se créèrent alors entre les familles Sasson et Abo furent de nature économique aussi bien que culturelle et religieuse. La dynastie, puisqu'il faut l'appeler comme ça, des Abo, dont le Rav Shmuel était le doyen, instaura un style nouveau de dirigeants aux multiples facettes impliqués dans la vie publique. Ils occupèrent des postes variés, président des Kollel Sfarad de Safed, rabbin, consul de France, qui avait à cœur la promotion des intérêts français en Galilée. Ils entrèrent également dans l'histoire pour leur rôle dans la campagne de rachat des terres en Palestine. Ils avaient également une réputation de fins diplomates capables de manœuvrer entre les différentes sensibilités communautaires du nord du pays sous domination ottomane. Shmuel Abo mourut en 1879, après une vie active qui s'étendit sur plusieurs décennies pendant lesquelles il tracera la voie à ses héritiers, en l'occurrence son fils Yaakov Chai Abo. Celui-ci naquit en 1842. Il fit ses études à Safed dans un Talmud Torah, puis dans une yeshiva avant de devenir rabbin. Il épousera la fille du rabbin de Liverpool, Yitzhak Cohen, la fille du nom de Malka, petite fille du Rav Naftali Cohen Tzedek. La famille Cohen, composée du rabbin, de son épouse, de leurs deux filles, accompagnée d'un certain nombre d'amis, arrivèrent au port d'Acre, où ils furent reçus par le consul de Grande-Bretagne de la ville, Seigneur Abraham Pinchy, qui leur fournit des chameaux. Ils se dirigèrent alors vers Safed. Les visiteurs de Liverpool, pendant quelques jours, les hôtes de la famille Abo, acceptèrent avec enthousiasme la demande en mariage. La mariée anglaise revêtit d'ailleurs à cette occasion la traditionnelle Yazma Sfarad, tout en se pliant de bonne grâce à toutes les coutumes locales. Yaakov, Chai Abo, suivit fidèlement le chemin indiqué par son père, tant sur le plan spirituel que matériel. Il s'éteignit en 1900, à l'âge de 58 ans. Il avait eu deux fils, Moshe et Meir, et une fille, Masouda. Meir Abo, son fils, naquit à Safed le 1er Tishrei 1869. Il fut tout d'abord éduqué au Talmud Torah dans sa ville natale,
puis poursuivit ses études dans une institution scolaire Tiferet Israël à Beyrouth, dont le directeur était Zakai Cohen. Grâce à l'intervention du colonel britannique Michael Goldschmidt, ami de sa famille maternelle, il fut accepté à la Polytechnic School en Angleterre, où l'un de ses camarades de classe ne fut autre que le futur roi Édouard VII. De retour à Safed, il intégra le consulat de France où il fut secrétaire sous les ordres de son père. À la mort de celui-ci, son oncle Yitzhak Mordechai Abo se posa comme successeur alors que son neveu se croyait l'héritier naturel de la charge paternelle. Mais on avait invoqué le prétexte de l'âge du jeune homme. Meir, bien que peu satisfait par cet arrangement, s'abstint de déclencher une querelle familiale, ce qui ne l'empêcha pas de tenir le rôle de chef de famille dans tous les autres domaines, à l'exception bien sûr du poste de consul. Il vivait dans la maison familiale, remplissant les fonctions de chef du tribunal rabbinique de Safed, puis plus tard occupa un siège au conseil municipal. Il mourut dans sa ville natale en 1947. L'historiographie, mes amis, du sionisme politique, séculier, ignora malheureusement la contribution de la famille Abo en faveur du rachat des terres, et non des moindres. Ces terres étaient pourtant celles sur lesquelles seront construits vers la fin du XIXe siècle, qui est l'ère du sionisme selon l'historiographie traditionnelle. Les points de peuplement juif comme la vallée de Choula et la Haute et Basse Galilée. Alors, Dr Chabit nous dit « Il nous reste à déplorer une approche tendancieuse qui aura présidé au travail de recherche sur le Yishuv Hayashan, c'est-à-dire l'implantation ancienne. Il nous reste à démontrer l'importance de la contribution de la famille Abo au stade précédant la création des colonies du temps de la première Alia. Et la famille Abo est à l'origine, entendez-le, de ces terres qui deviendront Méron, Rosh Pina, Yesod Hamaala, Mishmar HaYarden. Entendez-vous? Je vous laisse bien sûr, à travers Rav Google et professeur Wikipédia, aller bien au-delà de ce que je vous dis. L'histoire de la famille Shlouch, contrairement à la famille Abo qui s'était installée en Terre Sainte entre 1817 et 1823, lors de la première vague d'immigration d'Algérie, les Shlouch arrivèrent en Eretz Israël en provenance d'Oran avec la troisième vague, celle de 1839-1846. Certes, tout cela nous embouche un coin et merci au docteur Charbit de nous instruire à ce point-là. Issu d'une famille d'érudits d'Oran, Abraham Shlouch, premier de la dynastie, arriva en Eretz Israël au début de l'année 1839, accompagné de sa femme Simcha, leurs deux filles Rika et Chana, et leurs trois fils Aaron, Yosef et Eliaou. Ils firent la traversée d'Alger à Acre, pensant s'établir dans le nord du pays comme l'avait fait la famille Abo, et cherchant à recevoir la protection consulaire française. Trois possibilités se présentaient à eux. L'installation à Safed, à Acre, Saint-Jean d'Acre bien sûr, ou Haïfa. Mais au moment où ils étaient déjà en vue de leur nouvelle patrie, une terrible tempête s'abattit sur la baie de Haïfa, endommageant le bâtiment dans lequel ils voyageaient. Après la tempête, on fit descendre les passagers dans des petites barques pour rejoindre le port. Mais l'une des barques se renversa, et tous les 18 passagers périrent noyés, parmi lesquels les deux plus jeunes fils du rabbin, Yosef et Eliaou. Ce fut un coup terrible pour le rabbin qui crut y voir un signe lui intimant de s'installer à Haïfa même. À cette époque, bien sûr, mes amis, Haïfa n'était qu'un port de petite envergure et un modeste village de pêcheurs. En revanche, Saint-Jean d'Acre, à la même période, était considéré comme le premier port du littoral méditerranéen du Nord. Elle le restera d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle. Abraham Shlouch, qui souhaitait s'adonner au commerce, renonça à Haïfa qui ne paraissait pas être le lieu idéal. Les Shlouch décidèrent alors de tenter leur chance à Shrem, mais là encore ce fut un échec. Ils ne purent cependant pas quitter immédiatement la ville, qui fut mise en quarantaine suite à l'épidémie de choléra. 6 mois plus tard, ils parvinrent tout de même à déménager, à s'installer à Jérusalem. Mais dans la ville sainte non plus,
Le rabbin ne parvenait toujours pas encore à subvenir aux besoins des siens par ses activités commerciales. Toujours à la recherche d'un avenir meilleur, le choix se porta cette fois sur Yafo, Jaffa. Leur arrivée dans cette cité marquera un renouveau de l'implantation juive, qui allait bientôt devenir le fer de lance d'un mouvement de repeuplement sur les côtes méditerranéennes d'Eretz Israël. En 1857, la fille du rabbin, Anna, épousa Alter Louria, descendant du Rav Yitzhak Louria Ashkenazi, et issu d'une longue lignée de grands rabbins de Safed. Ce fut l'un des premiers mariages mixtes, dirait-on, entre Ashkenaz et Sfarad, célébrés en Eretz Israël. La famille Shlouch poursuivait ainsi une tradition ancestrale d'ouverture envers les autres communautés. Abraham Shlouch, le rabbin, s'éteignit en 1858 à Jaffa. Aaron Shlouch, fils d'Abraham, naquit à Oran. Il fut le disciple des rabbins David ben Simon et Shlomo Chazan, qui se déplacèrent de Jérusalem à Jaffa pour l'instruire. Toute sa vie fut la personnification de la synthèse entre Torah et travail. Il appliqua d'ailleurs ses idées dans ses fonctions publiques. Il possédait en outre une certaine influence sur l'élite rabbinique locale de Jaffa, et en tant que dirigeant de la communauté, ses activités furent marquées par sa personnalité. Orfèvre de talent, sa situation économique prospéra rapidement. Il pratiquait ce métier tout en s'adonnant à l'exportation, devenant ainsi un précurseur dans le domaine. Sa situation lui fournit les moyens nécessaires à l'acquisition de terres. Il était en doute l'un des proches des agents consulaires locaux, ce qui fit croître son prestige. Eliaou Yosef Shlouch et Abraham Chaim Shlouch, nés en 1867 pour l'un et en 1870 pour l'autre, étaient tous deux les fils d'Aaron Shlouch. Ils reçurent leur éducation religieuse tout d'abord à Jaffa, puis furent envoyés ensuite à Beyrouth pour enrichir leur connaissance générale en fréquentant l'institution Tiferet Israël. Ils y étudièrent d'ailleurs plusieurs langues. Revenus en Israël, dans leur pays, ils se firent rapidement une réputation de bâtisseurs d'Eretz Israël. En effet, ils établirent la Chevra Hadasha, une société de construction juste après la Première Guerre mondiale. Ils furent également les pionniers de la construction par Ahuzat Baïd de Tel Aviv et par les travaux qu'ils entreprirent à Gaza. Le troisième frère, Yaakov Shlouch, qui se consacra à des études commerciales, à la littérature arabe et à la culture moyen-orientale, devint un banquier réputé à la Banque anglo-palestinienne en 1903, poste qu'il conservera jusqu'à son décès en 1944. Il réussit, lui, à faire subventionner des travaux de construction à Tel Aviv par sa propre banque. Les études menées par les historiens classiques du sionisme eurent tendance à ignorer, je l'ai déjà dit, ou le docteur Charbit l'a déjà signalé, à ignorer la composante rabbinique des protagonistes du mouvement productiviste dans le Yishuv HaYashan. De ce fait, il nous semble important, bien sûr, à travers nos propos, de tenter de combler cette lacune. Le 19e siècle, nous nous en apercevons par les faits mentionnés maintenant, précédemment, est une période favorable pour le peuplement juif dans de nombreuses régions d'Eretz Israël. Seules ces familles ont eu un rôle évident à jouer dans la bande du littoral de Gaza, à Bertouvia, à Tel Aviv, Jaffa, Jérusalem, dans la région de la vallée de Israël, à Kfar Yehoshua, au mont Canaan, à Safed, en haute et basse Galilée, jusqu'à la vallée du Choula. Les protagonistes sont des personnages qui avaient grandi dans un profond respect de la tradition de leurs ancêtres, dans laquelle ils avaient planté leurs racines pour mieux façonner leur monde à leur manière. Issus tous les deux, ces deux dynasties, toutes les deux, d'un même engagement religieux, ils avaient tous des activités publiques. Ils étaient très influents dans l'économie locale et détenaient souvent des postes dans la diplomatie internationale, puisqu'ils étaient affectés aux différents consulats. Ils avaient partagé la même expérience et avaient un passé commun très spécifique, ce qui détermina leur identité commune. Tout au long des travaux du docteur Charbit, apparaissent sporadiquement dans l'historiographie du sionisme des manifestations d'un certain paternalisme quand il s'agit du Yishuv HaYashan.
Il est impératif dans ce contexte de mener une révision de l'élite rabbinique sfarade qui était, bien que certains semblent oublier trop souvent, partie intégrante de l'ancien Yishuv, mais dont les tendances profondes et uniques n'en étaient pas moins d'intégrer les valeurs modernes insufflées par la modernité. L'élite algérienne en Eretz Israël mérite d'autant plus que son blason soit redoré. Ces caractéristiques uniques attendent encore d'être mises en exergue dans le contexte du Yishuv Hayashan, bien sûr tout en les définissant par rapport à l'élite sfarade. Quel est le secret de la symbiose évidente dans laquelle vivaient les familles Abo et Shlouch en Eretz Israël? Les sages algériens en faisaient d'ailleurs partie. Comment expliquer la profusion d'activités des rabbins algériens en Eretz Israël? Bien sûr, voilà des questions auxquelles il faudra répondre. Mais qu'aurait été l'Israël moderne si les pourparlers, les négociations, les échanges avaient été menés par ces gens qui étaient en leur âme et conscience des gens de l'Orient, qui auraient dû traiter avec ces gens, ces autochtones de l'Orient même? Voilà une autre question intéressante. Shalom, shalom, à la semaine prochaine.